Bonsoir les amis. Donc on va enchaîner notre programme donc, de cette soirée. Donc il va être donc, le présentateur, c'est le professeur Badei, et président donc, du CARPO, qui va donc nous parler de la place du fibrinogène dans la prise en charge du postpartum. À vous la parole, monsieur Badei. Merci, monsieur Selmi. Donc c'est un symposium, donc ce n'est pas la même thématique que la LR en obstétrique. C'est un sujet qui est à part. Alors, d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêt parce qu'on s'est mis d'accord dans la marge du bureau qu'on ne sera pas rémunéré pour faire des sympos dans notre congrès. Donc, on n'est pas rémunéré pour cette conférence. Donc, c'est uniquement la place du fibrinogène scientifiquement dans la prise en charge de la postpartum. Alors, c'est la cascade de la coagulation classique. Donc, le fibrinogène vient en dernier lieu. Il est activé par la thrombine en fibrine, et puis ça va faire un caillot sanguin de fibrine tridimensionnelle réticulée. Donc ça c'est classique. Voilà schématiquement le caillot, donc les agrégats plaquettaires, les globules rouges, et surtout la maille de fibrine qui va faire l'essentiel du caillot. Donc il y a un rôle capital dans l'hémostase primaire, dans l'hémostase secondaire, que ce soit la voie endogène, la voie exogène. Le polymère de fibrine est stabilisé par le facteur 13. On peut se satisfaire de 5 à 10% de facteur 13. Donc même les diminutions de ce facteur ne va pas se ressentir en pathologie. Et puis cette fibrine elle est dégradée par la plasmine en dédimère. Donc c'était un petit rappel. Concernant la grossesse, c'est un état procoagulant. On voit dans ce tableau qui résume un petit peu la tendance des facteurs de coagulation. La plupart des facteurs tendent à augmenter durant la grossesse justement pour se préparer à l'accouchement. Et donc le fibrinogène est un de ces facteurs qui augmente nettement durant la grossesse. Si on associe toutes les études qui ont été faites dans ce sens, la moyenne de fibrinogène sur des volontaires, dans le premier c'est la femme non enceinte, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. On voit que j'ai schématisé ça dans ce schéma. Donc, en bleu, c'est la femme qui n'était pas enceinte. Et dès qu'elle tombe enceinte, la moyenne de fibrinogène, elle monte de façon linéaire. On voit dans toutes les courbes. Bleu, c'est femme non enceinte. Et mauve, ou violet, c'est troisième trimestre. Ça, c'est la valeur normale, chez 75%. 95% des patientes. Et donc, la valeur normale chez la femme enceinte, en troisième trimestre, elle est majorée, justement pour se préparer à cet accouchement. Donc, pourquoi on a une hypofibrogénémie durant l'HPP? C'est les 4P classiques des coagulopathies. C'est la fuite des facteurs de coagulation, la dilution par le remplissage, on est obligé, la consommation par le processus lui-même de coagulation, l'excès de génération de thrombine, qui est pathologique, qu'on retrouve dans l'embryon amniotique, dans les morts fœtales prolongées par exemple, et puis l'hyperfibrinolyse qui s'ajoute en obstétrique et en traumatologie, qui va aggraver les choses. C'est un excès de génération de plasmine qui est pathologique, qui va faire une fibrinolyse qui n'est pas normale. Dans la pathologie, dans la vraie vie, quelles sont les causes de l'hypofibrogénémie? C'est une étude entre 2017 et 2018 et qui a pris toutes les femmes au Pays de Galles qui ont eu une hémorragie sévère. Alors, ces patientes, ils ont eu 0 mortalité. Toutes ces patientes ont plus de 2,5 litres de saignement. Et il y a 0 mortalité. Quelles sont les femmes qui ont le plus d'hypofibrogénémie, le taux de fibrinogène le plus bas? On les voit en bleu. C'est les placentas accrétants. Et c'est la HRP. D'accord? Ces patientes qui ont la HRP n'ont pas beaucoup saigné, mais ils ont un faible taux de fibrinogène. Il y a une moyenne de 2,5 litres. La placenta accreta, ils ont une moyenne de saignement de 4 litres. Ils ont un faible taux de fibrinogène. Ce qu'on ne retrouve pas dans l'atonie utérine classique. Et donc finalement, on a deux modèles physiopathologiques. Soit qu'il y a une atonie utérine et que le saignement avance, mais là on est dans les 2 litres, 2,5 litres. Parce que quand on a 1 litre de saignement, on a souvent un taux de fibrinogène qui est normal. Donc on a besoin d'un saignement qui est important, pas comme en traumatologie. Le deuxième modèle physiopathologique, c'est l'HRP. Quand on a de l'HRP, il y a un excès de sécrétion de facteurs tissulaires par le placenta hypoxique.
Et donc, ça va se larguer dans la circulation sanguine et ça va activer la coagulation. Et dans ces cas, c'est la majorité des patientes qu'on voit. Souvent, on m'appelle, il y a une HRP, c'est le même tableau, prééclampsie, HRP, mort fœtale. Et là, tu trouves des troubles de la coagulation alors que la patiente n'a pas encore saigné. Quand tu fais la césarienne, alors, les choses s'aggravent. Donc c'est ça, les deux modèles où on trouve une hypofibrogénémie très importante et c'est la traduction de la coagulopathie finalement en obstétrique. Saignement très important. Deuxième modèle, c'est l'HRP, l'embolie amniotique, la mort fœtale prolongée. Alors quel est l'intérêt du taux de fibrinogène dans l'estimation du volume de l'HPP? Alors malheureusement, on a souvent l'habitude de demander le TP-TCK. Les études montrent que le TP ne varie pas durant une hémorragie du postpartum très importante. Ça, c'est des études de quand même, c'est 450 parturientes qui ont saigné plus de 1500 litres. Au haut à droite, c'est le taux de TP. On voit que le TP ne bouge pas. On est parti là vers 5 litres de saignement. Je ne sais pas si le pointeur marche. Par contre, le fibrinogène en bas, on voit que ça descend. Donc finalement, le TP ne sert à rien pour estimer la gravité du saignement. Le TCK un peu, le fibrinogène oui. Et ça, on le retrouve partout. Là aussi, le TP en bas, ça ne bouge pas pratiquement. Le fibrinogène en haut, on voit que ça commence à diminuer. On est dans les 2 grammes à partir de 1 litre à partir de 2 litres pratiquement. Et donc, le fibrinogène est un marqueur de gravité de l'HPP. Donc, finalement, le TP et le TCK, il a très peu d'intérêt dans la prédiction de la coagulopathie et de la prégression de l'HPP. Et les taux qu'on utilise, parce que souvent on se fixe des taux de TP et TCK à 1,5, c'est tiré des études de traumatologie pour pouvoir guider la transfusion, parce que finalement, on a besoin de quelque chose pour faire des guidelines. Mais au fond, il faut toujours demander un taux de fibrinogène dans l'hémorragie du postpartum. Ça, je pense que c'est le premier message de ce symptôme. Donc, l'étude Princeps, c'est des femmes qui ont, c'est l'étude de 2007 de Charbit, des femmes qui ont nécessité la prostaglandine et c'est d'hémorragie du postpartum sévère. Donc, là, c'est des femmes qui ont évolué vers une HPP sévère, à gauche. À droite, c'est des femmes qui ont évolué vers une HPP non sévère. Et ces femmes, on a dosé chez eux le taux de fibrinogène à l'admission. Donc regardez, quand on a un taux de fibrinogène inférieur à 2 grammes, ça prédit à 100% l'évolution vers une hémorragie du postpartum sévère. Toutes les femmes, donc toutes les femmes qui avaient un taux de fibrinogène inférieur à 2 grammes, je dis bien toutes les femmes, 100% de spécificité, toutes ces femmes ont évolué vers une hémorragie de postpartum sévère. C'est pas grave. Oui, très bien. Très bien. Donc, regardez le cercle en rouge. Donc, 2 grammes pour nous, c'est un facteur. On n'autorise pas d'avoir moins de 2 grammes de fibrinogène, sinon c'est une évolution à 100%, on fait une hémorragie du postpartum sévère. Une autre étude qui montre justement cet intérêt du taux de fibrinogène. Premièrement, c'est un marqueur de gravité. Quand tu as un taux de fibrinogène qui est bas, ça montre que c'est une hémorragie qui est grave. Et c'est une cible thérapeutique. Parce que si tu laisses un taux bas, ça va aggraver le saignement. C'est un cercle vicieux. Là aussi, quand on compare les patients sévères et non sévères, dans le groupe sévère, c'est 4 grammes de moyenne. Dans le groupe non sévère, c'est 3. Donc déjà, on a cette significativité. Et puis, regardez le odd ratio. Quand on a un taux de fibrinogène qui est inférieur à 2, le odd ratio est de 11. Ça veut dire que la femme a 11 fois plus de chances de faire une hémorragie sévère. Et donc en obstétrique, on retient ce taux de 2 grammes pour le fibrinogène. La même chose pour les tests, pour les tamponnements intra-utérins et toutes les procédures invasives. Quand on a ce taux, je reviens toujours à ce chiffre de 2 grammes, dans les séries où il y a moins de 2 grammes,
il y a plus de risques d'échec de tamponnement intra-utérin dans cette série. On le voit bien. Donc, c'est la série à droite où on a eu échec de tamponnement intra-utérin. La plupart des patientes ont un taux qui est inférieur à 2 grammes. Et en même temps, c'est un facteur indépendant de l'évolution vers une procédure invasive. Donc, en résumé, le mot est un peu nouveau, mais il faut l'utiliser, c'est la fibrinogénolyse. C'est la lise il y a la fibrinogénolyse, il y a la fibrinolyse. C'est les deux caractéristiques de la coagulopathie de l'obstétrique. Donc finalement, c'est variable, c'est d'intensité d'évolution très variable. Il est prédictif de la sévérité de l'hémorragie et contribue à son aggravation. Un des moyens de dépister cette hypofibrinolémie, c'est les tests viscoélastiques. Je vais les détailler rapidement. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de mesurer, on a un caillot sanguin, quand on fait le TPTCK, on mesure l'initiation de ce caillot. D'accord? On ne voit pas la consolidation du caillot. Et donc, l'idée, c'est de voir, à partir de la force viscoélastique, donc on met du sang dans le tube bleu, on le met dans l'appareil, et il y a un rotor qui va tourner, et cette vitesse dépendra du caillot. S'il n'y a pas de caillot, ça va tourner rapidement, on aura une ligne. S'il y a une obstruction, on aura une grande courbe. C'est ça le principe. Voilà. Et donc, il y aura des canaux. Par exemple, si je veux explorer est-ce que c'est un problème d'héparine, je mettrai de l'héparinase dans le premier canal. Je veux voir la consolidation du caillot, je mettrai un inhibiteur de plaquettes. Je sais que c'est soit les plaquettes, soit les fibrinogènes. Et du coup, je mettrai un inhibiteur de plaquettes et je explorerai les fibrinogènes. La même chose, si je veux voir la voie intrinsèque, je mettrai du facteur tissulaire. Donc, ce sont des canaux qui sont préfabriqués. Le sang va dans les 4 canaux et j'ai les 4 courbes. Donc voilà, ça me donne certains... C'est un peu technique, juste pour comprendre l'idée. Le clotting time qui va évaluer les facteurs de coagulation, qui est l'équivalent du TP. Donc c'est le petit trait vert, c'est l'équivalent du TP. Tout le reste, on ne l'explore pas avec les tests classiques. Et du coup... pour explorer les fibrinogènes, il y a une astuce, c'est dans le canal qui est responsable du fibrinogène, on va le voir à la 5e minute, ça s'appelle le FibTEM A5. Alors, c'est une étude, toujours en pays, les Anglais qui sont précurseurs dans ce domaine, donc ils ont fait une étude prospective d'avant et après. Pendant 2 ans, ils ont vu la stratégie PAC, quand il y a une hémorragie du postpartum sévère, c'est le PAC transfusionnel, chose qu'on doit avoir dans notre maternité. 4 culoglobulaires, 4 PFC et 1 culoplaquettaire d'aphérèse, parce qu'ils ont le culoplaquettaire d'aphérèse. C'est l'équivalent de 5 à 6 culoplaquettaires. Ou bien une stratégie test viscoélastique. Dans la stratégie test viscoélastique en blanc, vous voyez dans le PFC, il n'y a pas eu une seule transfusion de PFC. Donc, pendant 2 ans, chez des hémorragies graves. Ça veut dire que le problème, parce que quand tu donnes le PAC, tu donnes tout. Le problème peut être se situer dans le fibrinogène et pas dans les facteurs de coagulation. Et ça, c'est très important. C'est des notions récentes, c'est un article de 2019. Donc voilà, c'était un petit rappel, juste pour dire que ça peut aider dans la décision de transfusion, dans la décision de catégoriser la coagulopathie où elle se trouve. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas encore d'essais randomisés. C'est difficile de faire un essai randomisé dans ce sens. C'est un peu limite sur le plan éthique. Donc, du coup, on a ce taux de FibTEM A5 qu'on peut avoir à la 5e minute et qui est finalement l'équivalent du taux de fibrinogène. Dans cette étude, on compare le taux de fibrinogène au FibTEM A5. Donc, on peut prédire la sévérité de l'HPP et le besoin de transfusion à partir de ce paramètre. Donc, à la 5e minute, j'ai un chiffre qui, s'il est inférieur à 12 mm, c'est pratiquement égal à un taux de fibrinogène inférieur à 2 grammes. Il y a des algorithmes, je peux donner du fibrinogène et recontrôler après. Donc, c'est énorme dans la prise en charge. Donc, c'est la même chose. Il y a même des études qui ont montré que ça prédit plus la sévérité et la progression à un saignement important avec le FibTEM. Donc, si on continue notre raisonnement, vous avez un taux de fibrinogène qui est très élevé durant la grossesse. Et si vous avez un taux bas de fibrinogène, vous aurez une hémorragie du postpartum très sévère. Donc, l'idéal, c'est de donner du fibrinogène pour tout le monde et on est tranquille.
Pour les pays riches, par exemple, qui se permettent de faire des choses, qui donnent des antibiotiques, je ne sais pas combien ça coûte, qui se permettent des choses. Donc c'est ça la question. Est-ce que, puisque c'est aussi grave, est-ce qu'il faut remplacer, dès que la femme, par exemple, saigne 1 litre, je vais mettre du PFC et du fibrinogène, parce que, même par excès. Donc la réponse est non. Même si c'est un pot de produits de fibrinogène, la réponse est non, parce qu'il faut suivre la science. On va voir les indications du fibrinogène. Donc il ne faut pas le mettre en prophylactique. On a pensé ça dans 2015, 2016, où il y avait cet engouement, quand on a compris la coagulopathie de l'obstétrique. On s'est dit que le problème, essentiellement, c'est le fibrinogène. Et il y avait 2 études très importantes. On s'est dit, on va mettre du fibrinogène pour toutes les HPP. C'est bien sûr des HPP, mais qui ne sont pas sévères. Donc c'est l'étude Fidèle qui a pris plusieurs temps, c'est, je pense, 5 ans pour la réaliser. Ça montre aussi qu'ils ont progressé dans la prise en charge du choc hémorragique. Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça, c'est le groupe fibrinogène, le groupe placebo. Donc chaque patiente qui vient, elle a de l'HPP, on donne un placebo ou bien un fibrinogène. Finalement, ça ne modifie pas le taux de transfusion, ça ne modifie pas le taux d'anémie, ça ne change rien. Pourquoi ça ne change rien? Parce qu'on a donné du fibrinogène, c'est des patientes qui en avaient déjà, qui ont certes saigné 1 litre, qui sont en HPP, oui, mais qui avaient 3 grammes de fibrinogène. Ça monte à 4, mais 3, c'est qu'en 4. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de le donner en prophylactique, même dans les pays riches. Alors, cette étude, par exemple, a montré une chose très importante. C'est qu'il n'y a pas d'accident thrombotique. Parce qu'on peut raisonner à l'inverse. Peut-être que le fibrinogène est thrombogène. Donc, toute la série, il n'y a aucun événement thrombotique. Et ça, c'est important. L'autre conclusion, c'est qu'il y a eu une diminution du taux de fibrinogène dans le groupe placebo. Ce qui est logique. On a donné un placebo, le fibrinogène diminue. Quand on donne du fibrinogène, ça augmente. Mais sur le pronostic final, ça ne change rien. Donc en prophylactique, non. La même chose, c'est la même série. Donc, c'est une autre étude, mais c'est le même raisonnement. Là aussi, aucun changement entre les deux. Et on voit les courbes. Donc au début, ça commence là. Il y a une distance entre les 2 courbes, parce que entre placebo et fibrinogène, quand on donne du fibrinogène, le taux augmente, mais cette augmentation va se dissiper dans le temps, sans pour autant retentir sur le pronostic. Donc, message, pas de fibrinogène en prophylactique dans les HPP non graves. Là aussi, c'est le même principe. Là, on a fait sortir le 12 mm en 15A5 comme un seuil pour la tendance à la réduction du saignement et du besoin transfusionnel. Donc, en gros, taux de fibrinogène à 2 grammes, c'est un seuil qui est critique. Pas de fibrinogène en prophylactique. Alors, quand est-ce que je vais le donner? Est-ce que je vais attendre un saignement foudroyant? Les guidelines des sociétés mondiales, si on prend les Américains, c'est 1 gramme. Mais pour toutes les chirurgies cardiovasculaires, hépatiques, traumatologiques, pour eux, 1 gramme, c'est suffisant. Alors, c'est l'ASA, et ils disent que peut-être indiquer à une concentration supérieure dans le cas de saignement actif en obstétrique. Donc même l'ASA, qui est un peu généraliste, qui n'est pas le SOAP, dit qu'en obstétrique, il faut aller à 2 grammes. Plutôt une concentration. Les Anglais, le Royal College, il est clair, il dit qu'il faut un taux de 2 grammes. Le collège, en 2014, dit qu'il est souhaitable, entre parenthèses, de maintenir un taux supérieur à 2 grammes parce qu'il n'y a pas assez de guidelines, mais qu'il est possible de le donner sans attendre les résultats du laboratoire. Quand est-ce qu'il est possible de donner? Quand on a une coagulopathie clinique. Quand il y a des stigmates de coagulopathie clinique, tu peux donner du fibrinogène sur des signes cliniques. Alors, qu'en est-il de notre guideline qui a été fait, je pense à Mohamedia, donc les gens du corpo se reconnaissent. Donc dans la deuxième phase, il faut réfléchir à donner du fibrinogène. Dans la troisième phase, puisqu'on n'a pas cette monitorage, on n'a pas de ROTEM pour la plupart bien sûr, le taux de fibrinogène n'est pas toujours présent. Et donc dans la troisième phase, quand tu vas donner un pack de transfusion massive, tu es obligé de donner 3 grammes de fibrinogène. Donc qu'on soit clair. La même chose dans les stratégies transfusionnelles massives, c'est-à-dire que tu n'as pas de monitorage, c'est une hémorragie massive. Dans le pack où il y avait inclus 6 kg en négatif, donc ça c'est l'extrême urgence,
4 PFC, ça c'est le carreau 2021, culoplaquettaire, et là tu ajoutes 4 à 6 grammes de fibrinogène. Parce que tu sais à ce moment qu'il y a une hypofibrogénémie. Et que si tu ne la traites pas, il y aura un entretien de la coagulopathie. Alors ça, c'est un autre algorithme qui est basé sur le FibTem. Ça, c'est l'équipe de Liverpool qui font beaucoup de rotem. Donc c'est très simple. Donc au début, je vais tester le CT extem. Donc pour simplifier, c'est l'équivalent du TP. S'il est allongé, je donne des PFC. S'il n'est pas allongé, je vais voir le FibTem, l'équivalent du fibrinogène. Si le fibrinogène, il y a un problème de fibrinogène, je donne 3 grammes et je contrôle. Si ça ne marche pas, c'est les plaquettes. Donc les choses sont claires. Les 3 constituants, je ne vais pas les donner en bloc. Quand j'ai le pouvoir de monitorer, je vais le donner après monitorage. Alors, dois-je corriger un taux de fibrinogène bas dans l'HPP? Est-ce que je dois le corriger ou non? Et si je dois le corriger, quand? Quand? Oui. Donc si on retient, d'abord, est-ce qu'il y a des indications à mettre du fibrinogène? Tout le monde est d'accord? Donc 2 grammes de fibrinogène, un FibTem à 12 mm, ou bien une coagulopathie, justement, comme a dit le professeur Miguel, où ça continue à saigner, où il y a des stigmates de coagulopathie, surtout dans un contexte d'HRP, de saignement très abondant. Donc effectivement, ça, c'est des indications du fibrinogène, mais pas en prophylactique. Alors qu'est-ce que je vais donner et à quelle dose? Donc, quelles sont les options? Donc il y a les PFC, il y a les cryptoprécipités, qui n'existent pas au Maroc, qui sont très fréquentes en Angleterre, malheureusement. Et il y a les concentrés de fibrinogène. On n'en a qu'un seul au Maroc, alors qu'il y en a plusieurs ailleurs. Donc, les 3 paramètres. Alors, les PFC, ils sont très faibles, ils ont une très faible concentration en fibrinogène, malheureusement. Et quand tu donnes du PFC, on va avoir une étude théorique. Donc, finalement, il en faut beaucoup, avec un risque d'OAP, avec un risque de surinfection, pour apporter du fibrinogène. Je parle des situations où le fibrinogène est le problème. Si le problème est les facteurs de coagulation, il faut donner des PFC. Mais si le fibrinogène est le problème, là, les PFC sont très limités. Donc, il reste les cryoprécipités et les concentrés de fibrinogène. Ils sont pratiquement équivalents. Les cryoprécipités, c'est des précipitations à froid où on trouve une grande concentration de fibrinogène et malheureusement n'existe pas chez nous. Et donc, les deux sont équivalents. Bien sûr, le concentré de fibrinogène est plus pratique, il est facile à préparer. C'est vrai qu'il est un petit peu plus cher, mais c'est les 2 options. Alors, si on voit une étude théorique faite en 2014, toujours par l'équipe des Pays de Galles, la courbe en bleu, pointillé bleu, c'est le taux de PFC. C'est les PFC qu'on a donnés. Donc, c'est un cas clinique, c'est un modèle mathématique. C'est une patiente de 70 kg, hématocrite 40, elle a saigné 4 litres. Elle a un taux de fibrinogène à 0,9. On veut le faire monter à 2 grammes. Sachant que le PFC, la concentration de PFC, il y a 2 grammes de fibrinogène dans 1 litre de PFC. Et il y a 20 grammes dans du concentré de fibrinogène. Avec le modèle mathématique, jamais avec les PFC on atteindra 2 grammes. Parce que quand tu apportes les PFC, tu apportes peu de fibrinogène, mais tu dilues encore. Et donc finalement, c'est un cercle vicieux. Ça augmente un peu en bleu, des pointillés en bleu, ça augmente, mais ça y est, c'est bloqué. Ça n'arrive jamais à 2 grammes. Même si on ajoute les globules globulaires, ça arrête. En vert et en rose, c'est le cryoprécipité et c'est le fibrinogène. Tant que tu donnes, ça augmente parce que tu apportes du fibrinogène mais avec un faible volume. Donc, un petit mot sur les concentrés de fibrinogène, quel est leur intérêt? Donc, nous, on n'a pas de cryoprécipité, donc on est dans l'obligation de donner des concentrés de fibrinogène, mais encore une fois, il faut être sûr que c'est une hypofibrogénémie, que c'est une coagulopathie, mais là, on est obligé de les donner. D'accord? Donc, l'avantage, c'est que c'est stérile, c'est d'origine humaine, donc il n'y a pas de risque de tralie, la préparation est courte, il ne faut pas secouer le flacon, bien sûr, il n'y a pas de risque d'immunisation, et puis, surtout, c'est un volume infusé qui est très bas par rapport aux PFC qui ne sont pas efficaces et qui demandent un volume qui est très important avec un risque d'OAP. Donc, quelles sont les doses? Donc, il y a des formules, et quand il y a beaucoup de formules, on n'apprend rien. Il faut être simpliste. Avec l'expérience, quand je donne le Clotafax, c'est 1,5 g. 2 flacons, c'est 3 grammes. Quand je donne 3 grammes, ça augmente de 1 gramme. Si j'ai un taux de fibrinogène à 1 gramme,
je veux le faire monter à 2 grammes, je donne 2 flacons. En gros, c'est la formule, c'est la même chose. Alors, pour ce qui est du FibTem, 0,5 g de concentré de fibrinogène va augmenter le FibTem de 1 mm. Ça veut dire 2 flacons vont faire augmenter le FibTem de 6 mm. Donc, en gros, si vous voulez augmenter le taux de fibrinogène de 1 g, donnez 2 flacons de fibrinogène. Un dernier petit mot, parce que l'hyperfibrolyse est un grand souci de l'hémorragie obstétricale. Ça, c'est des travaux théoriques, mais très intéressantes. En bleu, c'est des patientes, c'est le taux de dédimère. Le dédimère, c'est la fibrinolyse, c'est le témoin de fibrinolyse. Chez les patientes qui n'ont pas saigné, d'accord, c'est des patientes qui ont fait une césarienne qui n'ont pas saigné. Le taux de dédimère est aux alentours de 500. Chez les patientes qui saignent, paradoxalement, ça augmente. Il y a une hyperfibrinolyse dès le postpartum. Cette hyperfibrinolyse, elle est atténuée par l'acide tranexamique. Et on voit les courbes qui, au début, se rapprochent, et puis quand on donne les acides tranexamiques, ça s'écarte. Donc l'acide tranexamique bloque cette fibrinolyse qui est pathologique, qui va s'accélérer parce qu'il y a le plasmique qui active la fibrinolyse. La bonne nouvelle, c'est que cet acide tranexamique n'interagit pas avec le fibrinogène. Parce qu'on pourrait se dire que ça bloque la fibrinolyse, et la fibrinolyse, finalement, c'est la fibrine. Et donc, les études ont montré que, la même étude, que donner l'acide tranexamique n'interfère pas avec le métabolisme du fibrinogène, et on peut le donner si on suspecte une hyperfibrinolyse, et dans les protocoles, on le donne 1 gramme d'emblée si c'est une hémorragie qui est grave. Donc, en conclusion, la fibrinogénolyse est un composant majeur de la coagulopathie. Comme j'ai dit, c'est un facteur de sévérité. Déjà, quand tu as un taux qui est bas, ça veut dire que c'est une HPP sévère. Et c'est un facteur qui contribue à l'aggravation du saignement. Donc, si on le corrige, ça va arrêter le saignement. Pas de perfusion systématique de fibrinogène, bien sûr, dans l'HPP qui n'est pas sévère. On va le donner si on a un taux qui est inférieur à 2 grammes ou si on a un FibTem A5 qui est inférieur à 12 mm. La correction, c'est les cryoprécipités qu'on n'en a pas, donc c'est concentré de fibrinogène. Et il y a un grand intérêt aux tests viscoélastiques qui vont guider les thérapeutiques. Donc en gros, je pense que la correction contribue à l'arrêt du saignement. Et si on ne donne pas du concentré de fibrinogène, ça va plutôt favoriser la continuation du saignement. Donc, je vous remercie. Et de cette excellente présentation, est-ce que vous voulez qu'on enchaîne ou bien on voulait qu'on lui pose c'est un point à part, donc il y aura de l'ALR après. Donc s'il y a des questions, parce que c'est un sujet à part. Donc on le laisse à part. Oui, s'il y a des questions rapidement, et puis on enchaînera sur l'ALR. Oui, professeur Liusfi. Merci, professeur Bouteille, pour cette présentation qui reste claire et qui montre un petit peu la conduite à tenir devant donc, la place en fait, du fibrinogène dans les hémorragies du postpartum. Moi, je voudrais revenir juste sur une problématique qui se pose en fait, fréquemment dans les structures en fait, de la maternité, où il y a des hémorragies du postpartum qui se présentent, bien sûr de façon imprévue. Et là, il est indéniable que l'apport du fibrinogène, il y a une place importante, d'autant plus que lorsqu'on est devant une hémorragie du postpartum foudroyante, on sait la capacité en fait limitée des PFC pour l'augmentation de la concentration plasmatique en fibrinogène. Et puis, la maniabilité en fait, rapide du fibrinogène, puisqu'il est facilement en fait, administré et, sous forme de poudre, et ça donne bien sûr sans retard, notamment lié à le délai de délivrance, par exemple, imposé par les plasmas frais congelés. Je reviens juste au moment et à l'indication. On sait en fait que le monitorage n'est pas aisé, puisque la plupart des patientes qui se présentent chez nous sont des patientes qui ont un taux de fibrinogène qui est fait lors de la grossesse, alors que pour savoir effectivement est-ce qu'on a un taux de fibrinogène bas, il faut faire un test en fait, qui doit être mesuré en début du saignement, puisque s'il est moins de 2 grammes, c'est un facteur prédictif de progression vers une hémorragie du postpartum. Et on revient. La méthode qu'on fait, c'est la méthode de Kloss dans les laboratoires.
Et on revient à la disponibilité en fait des tests viscoélastiques, notamment le ROTEM. C'est lui qui va nous permettre de nous guider sur la thérapeutique, éventuellement pour l'administration devant le taux immédiat, et puis éventuellement pour pouvoir le faire de manière répétitive. Donc ça pose problème dans nos structures, et puis peut-être que c'est une raison pour pouvoir en fait batailler pour avoir des tests viscoélastiques qui sont disponibles pour pouvoir en fait savoir l'indication. C'est un produit qui coûte cher, et puis c'est pas donné pour pouvoir le donner à chaque fois, alors que des fois il n'y a pas l'indication. C'est vrai qu'on donne des PFC, des culoglobulaires, des culoplaquettaires, donc c'est un élément important quand même. C'est pas comme les pays développés où ils ont le ROTEM pour pouvoir administrer, guider l'administration et savoir éventuellement l'indication possible. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, mais au moins encourager l'équipe d'hémostase à vous donner un taux de fibrinogène et l'intégrer dans le TPTCK. Donc au moins avoir l'habitude, si déjà on a ce message, c'est bien. Nous c'est Berdaï, l'appareil. Pour que vous soyez au courant. Oui, oui. Le service du professeur Herrando. Donc c'est le professeur Herrando qui a bataillé pour avoir l'appareil du ROTEM. Donc c'est le service de réanimation mère-enfant de Fès. Donc c'est pas évident d'avoir un appareil aussi sophistiqué. Donc c'est lui qui a bataillé pour l'avoir. Mais au moins, si on n'a pas, on n'a pas. Donc, mais au moins avoir un taux de fibrinogène. Donc si vous avez de chance, nous on n'a pas cette chance d'avoir le taux de fibrinogène. On bataille à chaque fois pour l'avoir. Donc il faut intégrer dans l'esprit qu'en obstétrique, le taux de fibrinogène il est plus important que le TPTCK. Si je passe ce message, déjà, c'est la moitié du message de la communication. Après, dans l'avenir, c'est les tests viscoélastiques en traumatologie, en chirurgie hépatique, en obstétrique. Ils ont une place très importante. Parce que vraiment, ça soulage. On a eu des cas où tu trouves que le problème, c'est juste la fibrinolyse, par exemple. Tu donnes la cétranexamique et le problème est résolu. D'accord? Donc, ça te donne le résultat dans quelques minutes. Tu fais ton action, tu contrôles ton action après, chose que tu ne peux pas faire avec les tests classiques. Pour le coup, moi, je ne voulais pas trop faire de diapos. Il y a des études, par exemple, pour le fibrinogène, des études sur le coût. On a comparé les PFC au cryoprécipité au fibrinogène. Alors, ils te disent que le fibrinogène est plus cher que le cryoprécipité. Mais tu peux contrebalancer ce coût si tu diminues de 6 heures le séjour en réanimation. On ne se rend pas compte que si tu gagnes 2 jours de réa pour une patiente, donc pour argumenter devant le budget du CHU, si tu gagnes 2 jours d'hospitalisation pour des patients de réa maternité, alors tu gagnes un séjour en réa avec l'oxygène, avec tout ça, c'est énorme. Donc il faut raisonner dans ce sens. Je pense que c'est ça pour avoir justement ces choses qui sont très développées, mais finalement, quand on les compare à d'autres choses, ils ne sont pas si chers. Donc voilà, c'est l'aspect. Oui, moi je suis assez vieux pour vivre ces problèmes. Là, vous avez insisté sur l'intérêt des études de viscoélasticité. Est-ce que dans les études que vous avez mentionnées, il n'a pas été fait état de l'utilisation du thromboélastogramme, qui peut donner exactement les mêmes renseignements? C'est le même principe. Le thromboélastogramme, il y a 2 techniques. Il y a la thromboélastométrie, donc il y a le TEG et le ROTEM. C'est les deux, c'est des techniques viscoélastiques. Le principe, c'est de mesurer la fermeté de cailloux par un système qui tourne et de transposer ça sur un graphique. Ça, donc effectivement, le thromboélastogramme, en principe, existe dans tous les laboratoires d'hématologie. Mais c'est de la biologie délocalisée. Normalement, ça devrait être délocalisé dans les services de réanimation, les services de bloc opératoire. Voilà. Sinon, on n'avait pas de questions. Une question? هذه مزيانة. هذاك صحاب البيولوجي كتصيفط لهم البريليفمون وتبقى تسنى. درتي الدواء ما عرفتي les choses sont très dynamiques. Le sida va saigner, va faire une hypotension, va faire une acidose métabolique, là, donc je suis d'accord avec vous. Il faut faire des laboratoires à côté du soignant. Voilà. La biologie délocalisée, effectivement. Voilà.
maintenant يمكن لك تفكر من بعد انك تتنفع الناس لان كتمشي في هذه السياسه ديال لو كونسونطري vous soignez vraiment le désordre. Après vous pouvez ajouter le facteur 13. فهمتني الناس كيديروا الفيبرينوجين ومن بعد كيديروا الفاكتور 13 سي بوسيبل. ايوا والله جبتي سير لهاد العيالات. Doméry. Merci, c'est Adnan pour cette excellente présentation. Lorsqu'on a fait l'étude et le protocole, on a vu que la sensibilité de TP-TCA était de 50 à 60% pour diagnostiquer une coagulopathie. On avait aussi dans le profil de l'hémorragie du postpartum, il y a un profil hyperfibrinolytique. On ne peut pas le diagnostiquer avec les examens de routine. Et donc des femmes qui ont TP par exemple à 50, 60 et qui continuent à saigner, malgré qu'on a vérifié tous les éléments d'hémostase. Donc on a essayé d'arrêter le saignement. Donc l'intérêt du fibrinogène et la surveillance de l'efficacité, je pense qu'il y a une place pour le ROTEM. Justement, le seul moyen de savoir qu'il y a une fibrinolyse, il n'y a aucun moyen en biologie de laboratoire, c'est le test viscoélastique. Oui. Et là, tu as une lyse du caillot qui est pathologique, tu sais que le problème est dans la fibrinolyse, tu donnes juste une autre dose de l'acide tranexamique. Oui. Alors que tu aurais pu donner des tonnes de PFC, ce n'était pas le problème. Oui. Une autre chose, c'est que vous avez posé la question quand donner le fibrinogène. Avant de commencer, même on a une mesure du dosage du fibrinogène, moins de 2 grammes, il faut toujours penser à arrêter le saignement. Parce que si on donne, on n'a pas jugulé, c'est toujours la discussion avec les gynécologues. Pour eux, c'est un problème médical, c'est-à-dire si vous n'avez pas donné le fibrinogène. Parce que lorsqu'on a essayé de mettre le fibrinogène dans le protocole, les gynécologues ont commencé à lever la main, oui, effectivement. Et chaque fois, il te dit, voilà, il faut donner du fibrinogène. Ça ne saigne pas chez moi. Et chaque fois qu'on refait l'examen, on refait des révisions, on trouve toujours qu'il y a une lésion cachée. Justement, il faut argumenter par un taux de fibrinogène. C'est ce qu'on arrivait à faire dans notre hôpital. Donc, on essaie de faire, voilà, mais pour la pharmacie, parce que c'est assez cher quand même. Voilà le taux de fibrinogène. Ou bien, voilà le taux de ROTEM, parce qu'on a le ROTEM. Et donc, c'est une bonne réflexion, mais bien sûr que l'HPP, c'est l'arrêt du saignement par l'obstétricien au début. Donc, ça, c'est le basique, donc on ne va pas discuter. Si une patiente a toujours des lésions des parties molles, s'il y a un problème d'accréta, donc on ne va plus discuter, on a dit ça au début. Après, la présentation classique, c'est l'atonie utérine, dans un accouchement par voie basse, tu mets la triple ligature, ça continue, donc ça, c'est le profil particulier. Et là, si tu doses au fibrinogène, tu trouves un taux très bas, donc les choses sont claires. Ça, c'est les valables comme le Novoseven. On a eu une petite mauvaise expérience parce que quand on se dit qu'il y a des médicaments efficaces, effectivement, le chirurgien baisse les bras, alors que normalement, il devrait absolument régler le problème chirurgical. Et bien sûr, le Novoseven ne fait qu'activer la cascade dans la formation du caillou. Effectivement. Ok. Merci, M. Baldaï.